Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière matinée de Medfeld 2019. Alors nous avons décidé aujourd'hui de travailler le thème de l'emploi et de la formation. Les entreprises de la filière fruits et légumes de la région, mais aussi des autres régions, ont à plusieurs reprises fait part de leurs besoins et de leurs difficultés pour recruter. Donc c'est ce sujet que nous allons travailler. Nous avons 2 heures devant nous, jusqu'à midi. Mais on va attaquer tout de suite avec vous, Yvon Sarotte, de vous représenter les employeurs de main-d'œuvre agricole en région Occitanie. Donc il y a des besoins, il y a des difficultés à recruter, alors qu'il y a de l'emploi. Oui, d'abord, bonjour à tous et merci d'avoir pensé, disons, à ce thème parce que on est d'ailleurs, les cultures spécialisées et l'agriculture, on est les premiers employeurs en Occitanie. Et l'arboriculture et les fruits et légumes, je dirais, sur 1 hectare, il y a au moins 1000 heures de travail. Donc, disons, on est des gros employeurs et on a une diversité des métiers. Et aujourd'hui, il y a des difficultés, je dirais, pour trouver que ce soit des tractoristes, je dirais, des spécialisés, puisqu'on part dans les fruits et légumes, on part, je dirais, du frigoriste, de l'informaticien, jusque, disons, au tractoriste, jusqu'à la main-d'œuvre de récolte. Et là, aujourd'hui, 2 choses, je dirais. On a des difficultés à recruter et aussi, je dirais, on a besoin de personnes formées. L'agriculture aujourd'hui et nos productions, pendant un moment et encore aujourd'hui, on part de l'insertion pour tout ce qui est cueillette à la rigueur, on peut le faire, mais après, on a besoin de salariés, disons, que ce soit tractoristes, puisqu'aujourd'hui, dans nos exploitations, est venu le digital. Disons, on a les enregistrements permanents, on a aussi de répondre à l'évolution sociétale, puisque aujourd'hui, il y a aussi, disons, le développement de bio. L'agriculture est en mouvement en permanence, donc il faut que nos salariés et la formation surtout soient faites en fonction de nos besoins et qu'elle évolue aussi aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc des dizaines d'emplois, des métiers variés, enrichissants, professionnellement, humainement. Il y a de quoi faire, mais pour l'instant, on ne trouve pas le répondant. Mais je dirais, aujourd'hui, il nous manque du monde. Et hélas, je dirais que je peux le dire, c'est que certaines productions, on a tendance à ne pas les développer parce qu'on ne sait pas demain avec qui on va faire le travail et qui, disons, pourra nous aider puisque les exploitations, avec l'évolution démographique, elles grandissent. Donc, elles ont besoin d'être structurées et ont besoin aussi, disons, des salariés de tout niveau. Donc, je dirais, il y a de l'avenir dans l'emploi agricole. Alors, on va prendre tout de suite un témoignage pour illustrer votre propos. Dans le public, nous avons Jean Nougaillac de Cofrudoc. Je l'ai vu, il est là. Si on peut lui donner le micro. Et est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Yvon Sarotte et être chez vous, sur votre exploitation et dans votre coopérative, vous avez ces difficultés pour trouver les salariés? Oui, et les compétences. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Jean Nougaillac, je suis président de la coopérative Cofrudoc, je suis vice-président de la Fédération des fruits et légumes. Donc c'est un sujet, je confirme ce que vient de dire Yvon, c'est un sujet qui avait été je l'avais mis sur la table à une assemblée générale à Castelnaudary de la Fédération des fruits et légumes. C'est vrai que nous sommes dans des métiers qui demandent énormément de main-d'œuvre, une main-d'œuvre de très haute qualification et de main-d'œuvre aussi de travail d'ouvrier. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis là. Donc ce qui m'interpelle un petit peu, c'est la déconnexion qu'il y a entre le milieu enseignant et le milieu de notre profession. Pour avoir eu des stagiaires, c'est pas une critique en soi, mais pour avoir eu des stagiaires, j'ai jamais, des fois, pas vu les profs, ou les profs, je les ai vus en fin de stage. Donc, ce qui veut dire que quelque part, chacun est pris à la tête dans le guidon, etc. Donc, moi, j'aimerais que ce lien se recrée, parce qu'à travers ce lien, c'est-à-dire créer le lien entre les professeurs et les exploitations, on en discutait tout à l'heure, avec M. Reynard, on en a discuté. Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait des bus d'étudiants qui venaient dans les exploitations. À travers ça, ça permet de démystifier nos métiers, de faire voir que ce n'est pas forcément des métiers pénibles, ce sont des métiers qui sont très, qui ont besoin d'énormes qualifications. Travailler avec le Pôle emploi et les gens, ils sont souvent surpris. Quand on reçoit des consommateurs, ils sont souvent surpris. Donc moi, je pense que si on recrée le lien entre le monde éducatif et les exploitations,
Nous allons peut-être nous allons retrouver de l'emploi et quelque part, pour nous aussi, ça permettra de nous communiquer et d'enlever des fois la mauvaise image que nous avons à travers nos métiers. À votre avis, ce lien s'est distendu, pourquoi? Manque de temps, manque de moyens, manque d'argent, un peu de tout ça, manque simplement d'attention et ça se fait plus et on ne sait pas pourquoi. Je pense qu'à un moment donné, bon, que ce soit les uns ou les autres, on est parti chacun dans notre petit coin. Peut-être que maintenant on s'aperçoit qu'on a besoin les méthodes de culture changeant, on s'aperçoit qu'on a besoin de gens de plus en plus qualifiés. On s'est peut-être éloigné, mais pour créer des vocations, il faut déplacer le milieu de l'éducation dans les exploitations. Autrement, on n'y arrivera pas. Alors nous avons des représentants de l'enseignement agricole, des représentants de centres de formation, ils parleront tout à l'heure, mais déjà une première information, une première demande, recréer le lien entre le monde agricole et l'enseignement agricole. Alors Yvaris, qui vient de nous rejoindre, bonjour, et qui est le régional de l'étape, vous confirmez ce que vient de dire Jean-Nou Gaillac, et auparavant Yvon Sarrote a expliqué le contexte et les besoins en matière d'emploi agricole et notamment dans les secteurs des fruits et légumes dans la région. Oui, les fruits et légumes sont vraiment très gros employeurs de main-d'œuvre. Et en plus, ce sont des métiers qui ont beaucoup évolué. Parce que quand on regarde comment on travaillait il y a 10, 15, 20 ans, c'est pas du tout de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, on a de la concurrence qui est toujours avec un coût unitaire beaucoup plus bas. On se plaint souvent que nos métiers sont pénibles. Et donc, les exploitations ont fait d'énormes travaux, d'énormes avancées pour pouvoir améliorer ces métiers et les rendre plus attractifs. On manque beaucoup de communication à ce niveau-là, parce qu'on est encore avec des stéréotypes, avec des schémas qui datent de très longtemps. On a besoin de communiquer ça dans les écoles. On a besoin aussi de communiquer ça dans le monde des gens qui recherchent de l'emploi ou qui cherchent d'autres pistes, qui veulent changer de métier. Et on est un métier qui peut être très accueillant et qui peut donner aussi des perspectives tant en tant que salarié sur les exploitations, mais aussi en reprise. Donc un grand besoin de communication entre le monde agricole et le monde de la formation professionnelle et de l'enseignement. Yves Maisonneuve, vous représentez les organisations de formation au CAPIAT. Alors là, en deux mots déjà, parce que tout ce monde-là est en train de subir une importante réforme, donc ça bouge beaucoup. Un mot de la réforme, comment les professionnels doivent s'organiser, et puis votre réaction à ce qui vient d'être dit. Oui, bonjour. Oui, tout à fait, effectivement. Donc moi, je représente OCAPIAT. OCAPIAT, c'est le nouveau opérateur de compétences des coopératives agricoles, de l'agriculture, de la pêche et des industries alimentaires et des territoires. Voilà, c'est un peu long, mais il était important de le dire. Nous sommes tout jeunes, puisque nous sommes nés le 1er avril, suite à la loi du 5 septembre. Et c'était pas une blague? Non. Donc, du 5 septembre 2018. On est un organisme paritaire. Aujourd'hui, on couvre à peu près 183 000 entreprises avec 43 vous êtes branches. Régional, vous êtes... Alors, on est un organisme national. D'accord. Implanté en région. D'accord. Donc, avec des Donc services de proximité. 180 000 entreprises, c'est sur le plan national. Le plan national. D'accord. Plus Outre-mer. Donc Martinique, Guadeloupe, etc. Et nous avons à peu près 1 340 000 salariés, donc au sein de la couverture de notre périmètre. On est un opérateur en fait technique de des branches professionnelles. On est là pour effectivement accompagner les entreprises dans le cadre de leur plan de développement des compétences. On est là aussi pour développer tout ce qui est contrats en alternance, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage. Donc vous travaillez avec les entreprises et avec les écoles aussi? Enfin, oui, on a un lien et on finance bien sûr tout ce qui est plan de formation donc pour les salariés. Principalement, alors c'est vrai qu'avec la nouvelle loi
Il va y avoir un axe sur les TPE, donc les entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui est le cas à peu près dans le secteur des fruits et légumes. On prend le micro pour me répondre. Où ils vont, où ils vont. C'est à peu près ça. On est des TPE. Dans la région, on a beaucoup de TPE, mais D'accord. on a surtout des moins de 10. D'accord. Des moins de 10, plus que des moins de 50. Et donc, si je peux me permettre, hein, au CAPIA, c'est la fusion du FAFCA et de l'Opcalim. Aujourd'hui, nous, professionnellement, ce qu'on a essayé de développer avec les fonds de formation, c'est d'être très en contact avec le terrain, très en contact avec les entreprises, avec les actifs qui y sont dedans, et de justement être capable de construire des plans de formation qui correspondent à l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on a une actualité qui est mobile sur les pratiques sur les exploitations, et il y a une vraie demande des actifs d'être accompagnés. Parce qu'aujourd'hui, souvent, quand on parle de formation, on nous pousse souvent sur les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, les demandeurs d'emploi, il y a plein d'organismes qui s'en occupent très bien, qui s'occupent des actifs. Et donc nos fonds de formation de la profession sont là pour s'occuper des actifs et d'être réactifs à ce niveau-là. C'est-à-dire, oui, Yvon Sarraute. Oui, puis je crois que, comme dit mon collègue Yvaris, je dirais, s'occuper des actifs, c'est aussi, je dirais, faire les plans de carrière. C'est-à-dire que celui qui rentre en bas de l'échelle, avec la formation, il peut arriver chef de culture. Et je dirais en plus aussi, n'oubliez pas, c'est une pépinière aussi pour les installations, pour le renouvellement, disons, de nos exploitants. Donc je dirais, c'est toute une chaîne, et en augmentant en compétences, que ce soit avec les CQP, les professionnalisations ou autres, ça permet aussi d'évoluer dans la chaîne, je dirais, hiérarchique et dans les responsabilités des métiers. Donc Yves Maisonneuve, votre job c'est ça, c'est de vous occuper des salariés qui sont déjà dans les Oui, tout à entreprises fait. et de les aider à évoluer. C'est une sorte de formation continue. Oui, tout à fait. On conseille les entreprises sur le type de formation, le type de certification, et derrière, on finance aussi tout ce qui est dispositif que l'on a à notre disposition. Vous avez par exemple le CPF cette année qui a... Alors le CPF. Le compte personnel de formation, Oui. Ah donc, oui. qui a été rénové, puisque c'est l'ancien droit individuel à la formation, où là, donc, il vise... Donc c'est toutes les heures qu'on a, toutes les heures que vous avez jamais, acquises, d'ailleurs. voilà, qui ne sont plus des heures maintenant, qui sont donc monétarisées. Oui. Donc vous pouvez utiliser ce compte-là dans le cadre de formation certifiante. Donc vous avez sur le site compteactivité.gouv. Vous avez des dispositifs nouveaux aussi qui vont arriver, qui s'appellent l'AFEST. AFEST, c'est Action de formation en situation de travail, où là les entreprises devront davantage former des formateurs en interne en entreprise pour pouvoir accueillir et former des salariés sur de nouvelles missions, par exemple. Vous avez d'autres dispositifs comme le contrat de professionnalisation pour les nouveaux entrants et le contrat d'apprentissage. Alors c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, au CAPIAT, j'ai dit tout à l'heure que c'était 183 000 entreprises. Il faut savoir qu'il y a 98% des entreprises qui sont des moins de 50 salariés. D'accord. Et vous parlez de financement, les fonds viennent d'où De la cotisation des entreprises. D'accord. Puisque chaque année, l'entreprise, il y a une cotisation légale qui est de 1%. Du chiffre d'affaires? De la masse salariale. De la masse salariale. La masse salariale. D'accord. La masse salariale. Et donc c'est tout ça qui alimente Voilà. ces organismes de formation. Qui alimente, oui. Et ensuite, nous, on reverse, on paye les organismes de formation à la place de l'entreprise. C'est comme de l'externalisation. Alors, Yvaris me fait les gros yeux. Qu'on soit bien d'accord. Oui. Le fonds de formation, il n'est pas pour alimenter les fonds de formation, les centres de formation. Il est là pour financer des formations dont ont besoin les actifs sur le terrain. Et donc, on est capable d'aller chercher des cotisations, mais aussi on a des partenaires qui viennent cofinancer nos actions, parce que quelque part, on reconnaît aussi nos compétences. Mais ce n'est pas pour financer les centres de formation, c'est pour financer la formation. des plans de formation. Des plans de formation, oui. Alors, il faut rajouter aussi que il y a cette cotisation de 1%, mais il y a aussi le conseil régional qui vient aussi en complément de nos actions.
parce que des fois les plans de formation des entreprises sont très importants, avec des particularités. On parlait du digital, effectivement, il y a les nouvelles technologies qui arrivent. Il y aura une transformation digitale à avoir au niveau des entreprises. Et d'ici une dizaine d'années, il y a un métier sur deux qui va complètement changer, quoi. Donc, D'accord, merci. On a parlé beaucoup enseignement, donc je vais me tourner vers vous, Catherine. Vous représentez l'enseignement agricole aujourd'hui à ce débat. Déjà une première réaction sur les appels qui ont été faits. Besoin de mieux dialoguer entre l'enseignement et la profession agricole. On a perdu. Vous sentez qu'on a perdu ce lien ou qui s'est distendu? Le mot distendu, je pense, est plus approprié. Effectivement, c'est vrai que cette réforme de la formation professionnelle va, je pense, nous permettre de renouer ces liens. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec la Fédération des fruits et légumes, dans le cadre d'une convention cadre qu'on a signée en novembre 2007 déjà, donc on anticipait déjà les évolutions. Et effectivement, un des axes de cette convention, c'est de renouer ces liens entre l'enseignement, les enseignants, les formateurs et le monde professionnel, par le biais de journées techniques, d'intégration dans des réseaux techniques de nos formateurs, etc., pour qu'ils aient une meilleure perception finalement des évolutions des métiers, puis peut-être une meilleure réactivité, en tout cas introduire vraiment le quotidien des entreprises dans leur enseignement. Donc c'est vrai qu'à travers la réforme, ça accélère le travail qu'on avait déjà engagé, nous, finalement, à l'occasion aussi de la fusion des régions. On vit beaucoup de bouleversements depuis quelques années. On fusionne les organismes de formation, on fusionne les régions. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on se repositionne dans ce secteur. Voilà, donc effectivement, il y a ce volet-là. Enfin, moi, je voulais rebondir. Je pense que, il y a des enjeux qui sont les mêmes finalement pour l'enseignement agricole aujourd'hui que pour les professionnels. On a à la fois un enjeu d'attractivité, d'attractivité dans les formations que l'on propose pour répondre à vos besoins de compétences. Et effectivement, comme le disait Monsieur Sarraute, on a besoin de jeunes diplômés, formés, etc. Et donc nous, il faut qu'on aille les chercher pour qu'ils viennent dans nos formations. Et puis, on a aussi besoin de faire évoluer l'offre de formation qui est proposée, notamment pour les actifs, parce qu'effectivement, ce sont des métiers qui évoluent très vite et pour lesquels il faut que nos formations soient adaptées en temps et en heure. Et puis, je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Yves. C'est vrai qu'on a une image sur laquelle il faut vraiment qu'on travaille, parce que quand on rencontre le public, le grand public, il y a une image de nos métiers qui est vraiment dégradée, ancienne. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Alors on y travaille actuellement avec la région au regard de leurs nouvelles compétences, enfin leurs compétences renforcées sur la formation et l'orientation, où l'axe prioritaire a été porté sur les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et notamment pour aller chercher des jeunes issus de l'éducation nationale, pour leur faire découvrir nos métiers, etc. Donc c'est vrai que c'est des enjeux qu'on partage complètement, et effectivement, à travers des conventions cadres et des actions opérationnelles que l'on met en place, on essaye d'accélérer ce mouvement aujourd'hui pour répondre aux besoins en compétences des entreprises de notre territoire et sur nos secteurs. Au niveau des... Oui, allez-y, Yves. Sur cet aspect communication, là où c'est aussi où on a un cas concret, c'est que quand on va dans des forums de recrutement qui sont multisecteurs, beaucoup de gens passent chercher du boulot en agriculture, mais ils n'étaient pas venus pour ça. Et donc, en attendant de pouvoir postuler ailleurs, ils viennent voir ce qu'on propose. Et on fait beaucoup de recrutements à ce niveau-là, des gens qui n'étaient pas du tout destinés à l'agriculture et qui ne savaient pas ce qui s'y passait. Est-ce qu'il y a... Oui, Yvan Sarraute. Oui, je voudrais rajouter, je crois que la profession, des fois, on a un peu mea culpa à faire, je dirais, sur la communication. On n'était pas quand même les meilleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus, je dirais, dans le domaine public, souvent, on se sert de l'image de l'agriculture, mais je dirais dans le sens passé. Donc, il faut que nous, je dirais, on se prenne bras le corps, qu'on ouvre nos exploitations,
qu'on reçoive, je dirais, les lycées, les élèves, pour faire voir vraiment la réalité. Parce que quand on a quelqu'un qui vient chez nous, qu'on lui explique notre mode de travail et tout, notre mode de vie, parce que bon, certains ils passent qu'un paysan, ils travaillent 20 heures par jour, qui ne prennent pas de vacances, je regrette, mais aujourd'hui tout a évolué et donc il faut que là-dessus, on ouvre nos exploitations, qu'on communique, je dirais, pour montrer vraiment l'image de l'agriculture et des fruits et légumes. Il faut faire venir les élèves sur les exploitations. Jean Nougaillac disait tout à l'heure, avant il y avait des cars entiers qui venaient et il n'y a plus rien. Pourquoi ? Il faut effectivement, nous, dans l'enseignement agricole, ils sont dans l'enseignement agricole. Donc, alors après, on travaille quand même avec les professionnels. On a des professionnels qui interviennent dans nos cycles de formation, qui interviennent dans nos instances. Et il y a un lien de l'enseignement agricole avec les professionnels. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on aille les chercher ailleurs. Et c'est cela qu'il faut, les collégiens, les lycéens de l'éducation nationale, qu'il faut amener à découvrir les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et c'est cela qu'il va falloir aller chercher. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement là, dans le cadre du plan attractivité. Parce que, oui. Les meilleurs résultats que l'on a, c'est quand on a pu amener les professeurs au champ, de leur montrer ce qui se passe. Parce que nous, on va aller dans les écoles, on va leur expliquer un truc, on va le dire une fois, 2 fois dans l'année, tandis que les professeurs, ils sont là tous les jours. Et quand ils sont convaincus que quand même il y a des vraies opportunités, c'est quand même pas mal. Parce que quand on va voir un élève qui est en période d'orientation, souvent quand on leur pose la question, une salle entière, la réponse, mais il n'y en a aucun qui va en agriculture, quoi. Voilà. Tandis que si les professeurs en parlent régulièrement, s'ils sont convaincus, il y a peut-être un boulot aussi qu'il y a à faire un petit peu plus profondément à ce niveau-là. Parce que pourtant, les établissements d'enseignement agricole, vous avez quelques chiffres à nous donner ou nous montrer peut-être d'ailleurs, je crois. On peut commencer à montrer les premières diapos. Les établissements, ils sont pleins. Donc les élèves... Oui, pourraient l'être plus. Ils prêtent plus. Ah, vous aussi, vous recrutez. Non, mais effectivement, enfin, on est dans la même... Il y a encore de la place. Oui, il y a encore de la place. Bon. Oui, au contraire. Alors, c'est moi qui dois manipuler le... Voilà. Ça marche pas ? Si. D'accord. Oui, non, mais c'était juste pour resituer quand même l'enseignement agricole en Occitanie. C'est quand même 68 établissements de formation, 22 publics, 46 privés. Donc, il y a un maillage territorial qui est assez important. Vous avez 13 centres de formation, 13 centres de formation d'apprentis, 18 centres de formation professionnelle continue à destination des adultes. Vous avez 4 écoles supérieures d'enseignement agricole. Des exploitations agricoles, puisque tous nos établissements sont dotés d'exploitations agricoles pédagogiques, bien sûr, ou d'expérimentation, mais qui sont de vraies exploitations, donc qui permettent en tout cas à nos élèves de mettre en pratique leurs enseignements. Avec effectivement aujourd'hui en Occitanie à la rentrée 2018 environ 15 000 élèves, 2600 étudiants et plus de 3000 apprentis. En termes de nombre d'apprentis, c'est le nombre d'apprentis dans le secteur agricole et agroalimentaire en Occitanie est supérieur à celui de l'industrie. Donc c'est quand même, c'est un chiffre qui est assez marquant et qui est révélateur. Ce sont des chiffres à peu près stables ou on connaît des évolutions? Ça monte, ça baisse? À peu près stable, je ne les connais pas tous. Moi, je suis plutôt sur la formation continue. Sur l'apprentissage, on a connu à la rentrée 2018 une augmentation de plus de 4% d'apprentis dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc on voit qu'au niveau de l'apprentissage, il y a une progression. Bon, c'est vrai que c'est dû aussi à des politiques et des volontés à la fois des professionnels, des établissements de développer l'apprentissage. On a mis en place... il y a quelques années, d'abord en Languedoc-Roussillon, ça s'est étendu à la région Occitanie, des développeurs de l'apprentissage. L'enseignement agricole et les chambres d'agriculture sont partenaires sur cette mission. On a des personnes dans l'assistance qui pourront en témoigner. Et donc c'est vrai qu'on sent aujourd'hui l'effet aussi travail des développeurs de l'apprentissage sur le terrain. Et puis attendre des professionnels qui voient aussi l'apprentissage comme une solution pour recruter, pour préparer l'avenir, pour préparer la transmission. L'apprentissage a toujours encore, que ce soit en agriculture ou ailleurs, d'ailleurs, une mauvaise image dans ce pays. On n'arrive pas à en sortir alors que c'est une voie qui peut être une voie bénéfique pour tout le monde. Tout à fait, puis sachant que l'apprentissage, c'est du niveau CAPA, CAP, jusqu'au niveau Bac plus 5, ingénieur. Oui, aujourd'hui, on peut faire tout un cursus supérieur en apprentissage. Donc, effectivement, il s'élargit. En termes de chiffres, par exemple, nous, on voit fortement progresser l'apprentissage ces dernières années sur nos sections en BTS.
au regard des niveaux 5 CAPA qui étaient les plus importants il y a quelques années en arrière. Donc on voit effectivement que l'apprentissage s'ouvre et qu'on peut faire j'allais dire une évolution de carrière. C'est pas une carrière, mais voilà, vraiment faire un cursus dans l'apprentissage et aller à des niveaux élevés. Souvent, l'apprentissage aussi, la difficulté, c'est de trouver des entreprises parce que c'est donner du temps et parfois on ne trouve pas. Alors, on a des exemples. Voilà, tout à fait. On a à la fois le réseau des développeurs de l'apprentissage. Et là, effectivement, Yasmina et Antoine Charny-Brunet. Alors oui, Yasmina, il faut que je retrouve son nom dans ma liste. Yasmina Azmi. Yasmina Azmi de la Chambre régionale de l'agriculture. Elle est là. Je la vois, s'il vous plaît. Un petit mot. Est-ce qu'on peut lui donner un micro quelque part? Allô? Allô? Jean-Pierre, c'est pas encore terminé le salon. Yasmina est ici, là. Bonjour. Bonjour. On m'entend? Oui, c'est bon. Donc du coup, bonjour, je m'appelle donc Yasmina Azmi, c'était bon. Je travaille à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie sur le site de Castanet et je travaille sur toutes les questions qui tournent autour de l'apprentissage, la formation et la promotion des métiers. On en a parlé un petit peu tout à l'heure également. Donc aujourd'hui, en termes d'apprentissage, on peut dire qu'au niveau des réseaux, des deux réseaux, Chambre d'agriculture et CFA, donc on travaille depuis un moment ensemble autour du réseau des développeurs de l'apprentissage, comme Catherine en a parlé. Les développeurs de l'apprentissage aujourd'hui travaillent ensemble pour accompagner les entreprises, à la fois les entreprises et les jeunes, dans la mise en place, le développement et l'information autour des contrats d'apprentissage. Donc du coup, on accompagne au plus près les entreprises et les jeunes dans et vers l'apprentissage. Donc du coup, de l'information, le conseil, la signature du contrat et le suivi du contrat, la formation des maîtres d'apprentissage également. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter le réseau des développeurs. J'ai laissé des plaquettes, vous avez des plaquettes à disposition avec les coordonnées des développeurs de l'apprentissage des deux réseaux CFA et Chambre d'agriculture. Donc voilà, ils sont éparpillés un petit peu sur toute la région. Il y en a dans tous les départements de la région, sur les 13 départements. Donc voilà, c'est un réseau à votre disposition. Vous avez suffisamment d'entreprises d'exploitation agricole volontaires pour accueillir des apprentis ou ça coince? On aimerait en avoir plus, c'est pour ça que les deux réseaux existent. Après, voilà, on arrive aujourd'hui à accompagner les apprentis et les entreprises demandeuses. Et voilà. Après, effectivement, l'objectif, c'est de développer ce mode d'apprentissage, ce mode de formation-là, étant donné que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, de rapprocher le milieu de l'enseignement et le milieu professionnel, l'apprentissage fait partie des solutions. Yvaris, Yvon Sarotte, la balle est dans votre camp. C'est à vos entreprises de se mobiliser pour accueillir davantage les apprentis. Donc aujourd'hui, en tant que fédération des exploitants qui représente les employeurs de main-d'œuvre, on travaille sur tous les niveaux de recrutement et de qualification. Et on fait de la pédagogie auprès des entreprises pour expliquer quels sont les avantages qu'on peut avoir à avoir un jeune qui vient en apprentissage, qui est une formation qui est particulière parce que c'est une alternance sur l'exploitation et ensuite en centre. Donc ça veut dire que quelque part ce qui travaille dans le centre, ils viennent l'appliquer. Et ce qui vivent sur l'exploitation, ils l'amènent au centre et ils posent les questions. Donc c'est des choses qui sont très positives où la Fédération des exploitants est très engagée et départementalement, régionalement et nationalement aussi sur l'apprentissage et le mettre en avant parce que ce sont des vraies solutions. Parce que souvent, il y a des gamins qui s'y retrouvent pas trop dans le circuit scolaire, qui, en touchant la réalité et en comprenant ce qu'on leur explique à l'école, ça va quand même, concrètement, ça va mieux. Alors, on a... Yvon, non? Vous voulez ajouter un mot? Je crois que l'apprentissage en agriculture, c'est une bonne solution d'abord pour deux choses. Pour en tant que salarié et aussi, disons, en tant que futur exploitant. Puisque aujourd'hui, le temps qu'il passe sur l'exploitation, il voit les causes réelles, les évolutions. Et je dirais, il touche la réalité, que ce soit du digital, que ce soit aujourd'hui avec les tracteurs, disons, téléguidés, avec les GPS et tout. Et ça, pour un jeune, c'est, disons, aussi bien que d'être à l'école. Alors, on va vérifier tout de suite ce que vous racontez, parce qu'on a une apprentie avec son maître de stage, c'est comme ça que l'on...
Maître d'apprentissage, pardon. Alors, c'est Fanny qui est venue avec Sylvie Salgado des Jardins de Perpignan, c'est ça? Et vous êtes aussi avec votre directrice du CFA de Rivesaltes, Sylvie Ossel. Alors, ça se passe comment, Fanny? Très bien. Non, vous avez le droit de venir ici, restez pas, parce qu'elles vont vous faire dire ce que vous voulez pas. Non, je blague. Bougez pas, restez là. Parlez librement. Donc, moi, je m'appelle Fanny Fabresse. Je suis en BTS en alternance en technico-commercial depuis 2 ans. Merci. Et donc, je finis cette année. Et l'apprentissage, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'étais en cursus normal. Je sors d'un bac scientifique. Et ça a été une chance pour moi de vraiment m'insérer petit à petit dans le monde professionnel, de pouvoir me découvrir en tant que professionnelle, déjà, tout d'abord, et d'appréhender aussi la suite et les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc ça fonctionne comment? Vous êtes tant de jours à l'école et tant de jours sur l'exploitation? Moi, ça se passe par semaine, donc Oui. c'est des périodes de 2 ou 3 semaines, ça dépend, Oui. ça dépend de l'alternance, comment elle est faite. Mhm. Et donc c'est des semaines complètes. Aussi pendant les vacances scolaires, je suis dans mon entreprise. Et donc c'est quand même un suivi assez régulier. Et on a aussi, moi pour ma part, dans mon CFA, un suivi pédagogique très proche. Donc il y a des visites de ma responsable très régulièrement dans l'entreprise. Souvent c'est 4 rendez-vous pendant les 2 ans, où il y a vraiment un suivi régulier et toutes les choses sont dites librement avec l'employeur, moi-même et ma responsable. Donc il y a un dialogue entre Voilà. l'entreprise Moi, et l'établissement scolaire. Le CFA, Et le CFA. pour ma part, il y a un lien proche et qui se passe vraiment très bien. Donc et votre job, vous êtes un peu sur plusieurs postes ou vous avez une spécialisation? Alors l'entreprise déjà, c'est du maraîchage? Nous, c'est une association de producteurs, donc je ne suis pas association de sur producteurs. l'exploitation Pardon. même. D'accord. Mais j'ai rencontré les producteurs au marché des producteurs de Saint-Charles, où j'ai été souvent amenée à être là-bas. Et ensuite, je gère aussi un point de vente, donc je fais du conseil client sur les produits. Donc c'est quand même important d'avoir un rapport avec les producteurs pour savoir conseiller le client et connaître bien son produit. Donc il y a aussi un lien avec les producteurs. On a aussi eu la chance d'aller dans certaines exploitations pour parler directement avec le producteur et être vraiment au cœur de l'exploitation pour pouvoir la mettre en avant et valoriser le travail de l'agriculteur. Donc là, vous êtes en BTS, vous m'avez Oui, dit? BTS. Vous terminez quand? En juin. En juin. Oui. Et après? Et ensuite, peut-être une poursuite d'études en licence, toujours dans D'accord. l'alternance. D'accord. Parce que quand on y met un pied dedans, c'est difficile d'en ressortir. Donc peut-être une poursuite d'études ou sinon je vais aller chercher dans le monde du travail et on verra si j'ai des portes qui s'ouvrent. On l'a bien choisi, notre témoin. Merci, Merci Fanny. beaucoup. Je vais demander quand même à Sylvie, aux deux Sylvie, de me confirmer ou pas ce que vient de dire Fanny. Alors, Sylvie Salgado, vous êtes la responsable de l'association, c'est ça? Je suis la responsable de stage. De stage. Je suis commerciale et D'accord. je suis responsable de la boutique de producteurs que les Jardins de Perpignan ont ouvert cette année. Donc j'ai Fanny qui m'accompagne régulièrement quand elle est avec moi. Voilà. Alors, elle a dit des bêtises ou ça? Aucune Non bêtise. Aucune. Bon. Et Sylvie? Je confirme. Et Sylvie Ossel, c'est ça? Sylvie Osseil? Oui, bonjour. Je Bonjour. suis Sylvie Osset. Je ne suis pas directrice du CFA. Je suis D'accord. juste responsable de la formation BTS technico-commercial en produits alimentaires. Donc, CFA de Rivesaltes. Au CFA Voilà. de Rivesaltes, voilà, tout à fait. J'encadre les jeunes qui sont en apprentissage. Je trouve que l'apprentissage est une façon d'apprendre, comme son nom l'indique, très intéressante parce que les jeunes peuvent allier la théorie et la pratique. Comme le disait Fanny, on essaie d'être au plus près des entreprises par les 4 visites que nous avons à faire, qui sont une contrainte, mais qui sont aussi un avantage, puisqu'on est en lien avec les entreprises et on les comprend mieux. Et par le fait que les jeunes, au retour d'entreprise, racontent ce qu'ils ont vécu, le partagent avec les autres apprenants. Et ce partage de découvertes et de connaissances permet d'enrichir encore plus la formation, puisqu'on a accès à tous les domaines professionnels dans lesquels se trouvent les jeunes.
comment ça se passe? À chaque rentrée scolaire, vous avez tant d'apprentis et il faut trouver tant de... La tant difficulté d'entreprises. a été soulignée tout à l'heure, effectivement, c'est de trouver suffisamment d'entreprises. Donc chaque année, vous avez combien d'apprentis à installer? Dans le cadre de ma formation, Oui. on n'a jamais dépassé les 10 apprentis par formation, mais ce n'est pas faute de candidats, c'est vraiment faute d'entreprises capables de signer des contrats. Donc il manque d'entreprises candidates. Oui, parce que les contrats se signent pour 2 ans et les entreprises sont parfois frileuses de signer des contrats de 2 ans avec des jeunes, parce que malgré tout, souvent, le jeune fait encore peur. D'accord. Donc Yves-Harry, Yvon Sarraute, malgré vos efforts, il en manque encore. Il faut bosser là. Non, je crois aussi, je dirais que dans l'apprentissage, depuis quelques temps, il y a eu plusieurs réformes, je dirais. Et ça n'a pas facilité, je dirais, les candidats des exploitations. Et puis aujourd'hui, je dirais, quand on prend un apprenti, il faut pouvoir y passer du temps et l'inclure vraiment. Ce qui m'a fait grand plaisir, c'est que, disons, l'apprenti a dit « mon entreprise ». Donc c'est vraiment qu'elle vit, disons, son travail, son métier. Et ça, je dirais, c'est primordial. Donc là aussi, je dirais, nous, en plus, dans l'agriculture, 2 mots un peu, je dirais, sur l'organisation, disons, côté employeur, je dirais, entre, je dirais, les chambres d'agriculture sur l'apprentissage, je dirais, les promotions des métiers, la commission employeur, et puis on a dans l'agriculture un paritarisme qui fonctionne. On a des commissions paritaires régionales, donc c'est de là qu'on doit pouvoir, je crois qu'encore... Paritarisme, c'est les employeurs et les syndicats de salariés, voilà. c'est ça? Il y a du travail à faire, je dirais. Il y a aussi, je dirais, l'ANEFA, disons, Occitanie, qui est là pour la promotion des métiers, pour la recherche, je dirais, de liens entre l'apprentissage, je dirais, et les exploitations. Je crois qu'on a besoin encore plus de se causer, malgré qu'on soit dans une période, je dirais, que tout le monde, disons, a un lien avec Internet ou autre, mais je crois qu'encore il y a du travail à faire de notre côté aussi. Merci à toutes les trois pour votre témoignage. Catherine, qu'est-ce qu'il faut ajouter à tout cela? Déjà, vous aviez terminé votre présentation tout à l'heure. Oui, non, mais on en a déjà discuté, donc c'est pas forcément la peine de passer les diapos. Non, mais effectivement, je pense que ce que M. Sarraute a dit est vrai. Il faut qu'on renforce ces partenariats et cette volonté de développer à la fois l'apprentissage, à la fois les formations pour former les futurs salariés et former les actifs. Et je crois aujourd'hui, avec le travail que l'on fait, alors à notre niveau de rencontre avec les branches, avec l'ANEFA, l'AREA, enfin tous les acteurs, on est tous dans la même dynamique et on a bien compris, je pense, qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir répondre aux besoins de notre secteur, parce qu'on est tous finalement sur ce secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Hein. Donc on va tous dans le même sens. On a tous le même objectif. Yves Harry, oui. C'est un boulot de longue haleine. Et c'est un travail que nous, représentants des employeurs, on fait beaucoup chez les employeurs, parce que souvent on voit que les recrutements ne sont pas réussis, parce qu'on a mal défini le poste, parce qu'on a mal défini ce qu'on recherche. C'est aussi le travail auprès des employeurs à leur dire, voilà, qu'est-ce que tu recherches, comment ça se passe, et qu'est-ce que tu peux faire en transmission. Donc, un apprenti te convient ou te convient pas. Tu peux prendre un apprenti. Il y a des exploitations qui ne prendront jamais un apprenti parce qu'ils ne sont pas calibrés pour. Par contre, il y en a d'autres qui ont cette volonté de pédagogie, qui ont vraiment... Voilà, c'est un travail en amont et ce n'est pas le jour de la rentrée où il faut trouver l'employeur. C'est la rentrée précédente où on commence à travailler le terrain et à la fin, on rentre avec un apprenti. Parce que c'est quand même des formations qui sont intéressantes. Il y a un centre de formation, il y a des personnes là-dessus. C'est dommage de rentrer des gens où on ne peut pas les amener jusqu'au bout, parce que quelque part, on s'est trompé sur le sujet, quoi. Donc c'est beaucoup de pédagogie en amont. Et là, effectivement, d'où l'importance des développeurs de l'apprentissage, parce que c'est vraiment leur rôle aussi de faire ce lien et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de contrat, que ça aille au bout pour le jeune et pour l'entreprise. Bien, merci. On continue notre tour de table. On a beaucoup parlé de la région comme acteur. Donc, Sylvain Capès, vous représentez le conseil régional. Vous êtes à la direction de l'emploi-formation du conseil régional. Donc, tout à l'heure, Yves Maisonneuve a dit que vous participiez financièrement à certains projets. Quel est votre rôle et comment vous vous insérez dans tout ce réseau? On voit qu'il y a un vaste réseau malgré tout, donc comment vous insérez dedans, comment vous aidez et quelle est votre réaction aussi à ce qui vient d'être dit, parce que c'est passionnant quand même. C'est effectivement le cas. C'est vrai que ce genre de discussion, ça nous conforte aussi dans notre accompagnement qu'on fait sur l'ensemble des secteurs, mais plus particulièrement, c'est vrai, sur
l'agroalimentaire et sur l'agriculture, nous on a un rôle un peu de mettre le lien, ce fameux lien aussi dont vous parliez, sur tous ces sujets, donc à la fois du recrutement, de la formation, on a encore... Ça va revenir, ça va. On a encore en compétence sur l'apprentissage. Donc voilà, le but, c'est effectivement de manière un peu macro et sur l'ensemble du territoire Occitanie, de pouvoir aider, accompagner et aller sur des actions qui sont complémentaires. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place. Donc on a développé une offre de services ressources humaines à destination des entreprises et des exploitants. C'est une politique volontariste en fait de la région, puisque les compétences en fait emploi et formation continue, formation des salariés, des actifs ne sont pas des compétences obligatoires de la région, donc toutes les régions ne vont pas sur ces champs-là. Et surtout, ce qui est important à souligner, c'est que c'est un travail de partenariat. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Harry, c'est un travail de longue haleine, mais qui commence à porter ses fruits. On a construit cette offre de service avec l'ensemble des acteurs, les consulaires, les OPCA, futurs OPCO, bien sûr Pôle emploi, la PEC, les missions locales. Voilà. L'idée, c'est pas de rajouter des couches à ce qui se fait actuellement. C'est pas juste d'être en visibilité, mais c'est bien d'aller sur des actions complémentaires et d'aller sur des creux aujourd'hui, notamment sur les très petites entreprises, avec une offre de service qui est vraiment focalisée sur les TPE et les PME. Alors tout à l'heure, Yves Maisonneuve disait que de nouvelles missions allaient être confiées ou étaient en cours d'être confiées aux régions sur ce dossier de l'éducation et de la formation. Alors, il y a encore une réforme, malheureusement. Vous disiez qu'effectivement... c'est la matinée des réformes. C'est la matinée des réformes. Après, on les subit. Il faut surtout essayer de les accompagner. Au niveau de l'apprentissage, puisque la région va perdre la compétence apprentissage qui va passer aux branches. Ça veut dire quoi, là perdre l'apprentissage qui va passer aux branches? Aujourd'hui, en fait, on avait une compétence effectivement sur le développement des formations en apprentissage, et c'est les branches professionnelles qui vont récupérer cette compétence-là. Donc concrètement, par exemple pour l'ouverture des sections de CFA qui était l'attribution. Non, mais quand on dit la branche professionnelle, c'est qui? C'est Yvon Sarotte et Yves Harris? Tout à fait. C'est eux qui vont offrir les... Et les syndicats salariés. D'accord. C'est le paritarisme. C'est le paritarisme. Mais ça va dans ce qui est essayé. Après, on jugera l'efficacité. Hein. Ce qui est essayé, c'est que c'est vraiment les acteurs, les actifs, qui quelque part, sont engagés à prendre les décisions en disant c'est ça que l'on veut. C'est toujours beaucoup mieux. À condition de suivre. Voilà, mais après, on verra comment ça va s'appliquer et comment on va y arriver, quoi. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un proverbe qui dit quand même, si tu fais pour moi, sans moi, tu fais contre moi. Je ne connaissais pas ce proverbe, mais je ressortirai. Voilà, et puis par contre, il y a d'autres compétences, notamment au niveau de l'orientation, et on en a parlé, Madame Bello en a parlé, sur l'orientation des plus jeunes, sur l'information et la communication, sur l'image des métiers, voilà, l'attractivité, j'en parlerai tout à l'heure, mais donc c'est une compétence qui va être élargie chez nous. Tout ça pour dire, en fait, que ce soit la région ou un autre acteur qui s'en occupe, c'est pas très important. L'important, c'est justement d'essayer d'accompagner au plus près des besoins. Et donc, voilà, je ne sais pas si on peut oui, alors on a d'autres diapos, peut-être, oui. Projeter l'offre de service. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais on est sur cette idée, effectivement... ça devrait arriver, ça arrive. D'être en complémentarité. Le but, c'est effectivement de faciliter les recrutements et l'emploi dans les entreprises, et également les développements des compétences des salariés. Donc on a imaginé 4 volets, là aussi, en co-construction avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et la formation. Donc c'est des volets qui peuvent être lus comme un menu en fait, déroulant pour l'entreprise ou l'exploitant, qui peut aller sur chacune des étapes, ou alors qui peut être pris à la carte en fait, de manière un peu intrinsèque, où chaque entreprise va pouvoir aller sur une ou plusieurs marches. Je ne vais pas détailler tous les dispositifs parce qu'il y en a beaucoup, mais peut-être en détailler quand même au moins 4. Le premier, c'est le Pass Conseil RH, qui est alors un pré-diagnostic ressources humaines. J'allais dire que c'est un peu barbare, mais l'idée, c'est d'aller 2 demi-journées dans l'entreprise ou chez l'exploitant pour
parler avec lui, le sensibiliser sur les problématiques RH qu'il Donc aura. ça qu'il c'est peut vous, avoir. c'est Oui. vos collègues, vous ouais. Ça c'est nous. On paye en fait cette journée puisque c'est une prise en charge à 100% par la région. Ce sont des prestataires qui ont été retenus par marché qui vont dans les entreprises. L'idée, c'est de qualifier les problématiques et c'est ensuite de proposer un plan d'action à l'entreprise avec des personnes ressources. Voilà, donc si effectivement c'est des problématiques de recrutement, ce seront des acteurs du recrutement. Si c'est des problématiques d'organisation, RH, M. Harris a parlé des difficultés de définition des fiches de poste. On va pouvoir aller sur ces problématiques-là aussi. Donc c'est faire une photo de l'existant, proposer un plan d'action pour qu'ensuite l'entreprise puisse être acteur en fait de son accompagnement. Donc là, je suis Arbo, maraîcher, j'appelle la région et m'envoie quelqu'un pendant 1 ou 2 jours pour m'aider à... C'est exactement ça. On a voulu un processus très souple, très facile d'accès. C'est pour ça qu'on l'a appelé PASS. Également très réactif, ce qui n'est pas forcément la marque de fabrique de l'administration de manière générale. Donc là, pour le coup, en 1 semaine, en fait, on peut avoir une réponse. À partir du moment où vous êtes une entreprise ou un exploitant sur le territoire Occitanie de 1 à 50 salariés et à jour de vos cotisations fiscales et sociales, vous pouvez avoir droit à ce PASS. On ne s'intéresse pas forcément au projet, on s'intéresse aux besoins. Voilà. Et c'est ensuite qu'on lancera la machine. On est vraiment sur du pré-diagnostic. Donc ça existe déjà. Ça existe déjà. On en a aujourd'hui, c'est un dispositif qui a 6 mois d'existence. Il y en a 120 qui ont été réalisés. Assez peu dans le secteur de l'agriculture, parce que voilà, c'est pas forcément non plus simple. Là, on est sur l'enseignement en général. Comment? Là, on est sur l'enseignement en général. Non, là on est. Non, mais là, on est tout secteur d'activité voilà, confondu. Toute activité voilà, économique. tout secteur d'activité voilà. confondu. On va sur tous les secteurs et sur la problématique RH. Donc tous les secteurs sont intéressés forcément. Ensuite, donc pas trop l'agriculture parce qu'ils sont pas au courant encore. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a un peu de frilosité aussi. Ouais. Vous connaissiez on fait ça dans nos organisations. Oui. Nous, les fédérations départementales et régionales le font déjà et ça correspond. C'est là que c'est important de mettre des passerelles, qu'on se comprenne, qu'on fasse ce qu'il fait et qu'on ne doublonne pas, quoi. Hein. Exactement. C'est aujourd'hui, nous, notre boulot, en tant que représentant des employeurs, mais aussi en tant que paritaire, avec les syndicats salariés, c'est de mettre des rencontres régulières pour savoir ce que font les autres et de dire ce que l'on veut et comment est-ce qu'on le construit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine. L'emploi, c'est un truc qui est très, très, très névralgique. Et ce n'est pas la peine qu'on se marche sur les pieds. Je crois que chacun sait faire des choses importantes et de bien respecter le qui fait quoi. Et on a eu une rencontre il n'y a pas bien longtemps avec les services du conseil régional aussi pour parler des formations que l'on voudrait, comment on veut le faire, notamment les CQP, Arbo, maraîchers, parce que quelque part, c'est des qualifications qu'on veut développer. CQP, c'est certificat de qualification professionnelle. Et c'est des diplômes qui ne sont pas des diplômes scolaires, qui sont des diplômes où les jurys sont des professionnels et des actifs, où on travaille très bien avec le conseil régional. Le CAPIAT doit travailler bien là-dessus. Voilà, mais c'est ces passerelles qu'il faut qu'on puisse mettre. Mais toute cette partie RH, c'est un truc qu'on travaille depuis longtemps au niveau des actifs, au niveau des employeurs, des représentants employeurs manœuvre fédération, avec les syndicats salariés. Parce que là-dessus, il faut qu'on partage pour qu'on ait de la fluidité, qu'on puisse avancer. Et on a des bonnes relations avec le conseil régional qui... on partage pas mal. Alors, on reviendra sur le CQP tout à l'heure avec Philippe Husson, mais on va continuer avec Sylvain sur... Juste pour dire que sur cette partie-là, en termes de communication, il y a un gros travail qui est fait, qui va être fait avec le FAFCA, donc qui est le fonds de formation des exploitants, les CUMA également, les GEC, pour faire connaître ce PASS, pour l'articuler. Ce sont les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes. Le but, moi je suis d'accord, hein, c'est de faire connaître et d'articuler. Voilà. Mais il n'y a pas du tout de concurrence. Nous, on ne vend rien, on veut juste adresser des besoins. C'est ça l'idée. Derrière ce PASS, la logique, c'est d'aller sur des contrats. Mais là encore, il n'y a pas d'obligation. Quand on a un plan d'action qui a été défini dans l'entreprise, ou chez l'exploitant, on a peut-être besoin de plus de temps pour adresser les problématiques. Et là, le contrat le permet. On est sur
un dispositif qui est beaucoup plus long, un dispositif qui est sur le fond. On peut aller jusqu'à 20 jours en fait d'accompagnement, là aussi sur de l'organisation RH, sur des problématiques de recrutement, sur des problématiques de plan de développement de compétences. Et là, on cofinance à 50% en fait un cabinet qui va être choisi par contre, cette fois-ci par l'entreprise ou l'exploitant, pour pouvoir accentuer cet accompagnement. Même chose sur le recrutement, un contrat d'appui recrutement. Quand l'entreprise en fait a balayé un peu tous les tous les acteurs typiques du recrutement, Pôle emploi, l'APEC, les missions locales, etc., qu'elle ne trouve pas la perle rare parce que problème d'attractivité, parce que d'autres problématiques internes à l'entreprise, on va pouvoir cofinancer à hauteur de 50% là aussi un cabinet expert qui va pouvoir vraiment aller chercher la personne ressource qui est identifiée par l'entreprise. On a parlé des développeurs de l'apprentissage que l'on cofinance à hauteur de 20 000 euros, il me semble, donc en ETP. Et puis le dernier dispositif sur lequel je voulais faire un focus, c'est Objectif Compétences, qui est un dispositif qui permet de cofinancer de la formation, également de l'ingénierie et de l'accompagnement via les OPCA, anciennement OPCAF, maintenant futur OPCO, et les fonds de formation. Donc on a des conventions avec OPCALIM, on a des conventions avec le FAFCA, on a des conventions avec Vivea, et on aura des conventions demain avec les futurs OPCO, avec beaucoup un regard vraiment très attentif là aussi sur comment va se constituer le paysage pour, encore une fois, pas se marcher dessus, être complémentaire et puis agir au niveau des besoins des entreprises. C'est ça qui nous motive sur cette politique, encore une fois, qui est volontariste et qui tient à cœur des élus. Bien, merci Sylvain. Alors, oui, pardon. J'avais pas tout à fait. Excusez-moi. Mais je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de Si, temps. allez-y. Juste pour faire un focus sur des actions typiques qu'on a pu mettre en place, notamment avec Objectif Compétences. Avec le FAFCA, on a le lancement de chantiers saisonniers qui est relayé sur le terrain par les ADFA, notamment du Gard et des Pyrénées-Orientales. Donc là, on est sur de la professionnalisation de saisonniers. Là aussi, c'est une problématique qui est toujours très présente en fait, sur ce secteur d'activité, où pendant une journée, en fait, on va prendre en compte le coût pédagogique d'un formateur qui va venir à la fois éveiller en fait, sur les droits des saisonniers, éveiller les possibilités, parce que la plupart ignorent en fait, qu'ils ont des droits, notamment on a parlé du compte personnel de formation. Donc une formation un peu théorique le matin, une formation pratique l'après-midi sur le futur chantier qu'ils auront à traiter. C'est confortable pour l'exploitant parce que du coup, voilà, lui, il va arriver sur la deuxième journée où la personne sera en capacité de faire. Et puis pour le saisonnier, ça le professionnalise, ça le responsabilise. On a des très bons retours sur des efforts de formation qui sont faits suite à ces lancements de chantiers saisonniers. Le but, c'est vraiment ça, de fidéliser, d'allonger la saison si possible. On est sur ce style d'objectif. C'est bien, merci d'avoir parlé des saisonniers, parce que c'est une des particularités de la filière, c'est qu'il y a des emplois permanents, mais il y a aussi beaucoup de besoins d'emplois saisonniers. Et ça, c'est encore plus difficile à trouver peut-être. Ça va venir. Je profite du lancement chantier saisonnier pour bien dire que quelque part, c'est un truc exemplaire. C'est qu'on s'aperçoit, ce qui est pénible sur les entreprises, c'est le turnover. On embauche quelqu'un, il vient, il passe 2 jours, il s'en va. C'est compliqué pour tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, les permanents, les saisonniers, pour tout le monde. Donc, dans une réflexion professionnelle, on a dit il est important de mettre le focus sur ces 3 premiers jours, où on accueille de manière... où on accueille bien le saisonnier. On lui explique bien ce qui va se passer. On regarde ce qui lui manque pour pouvoir y arriver. Et on prend un petit peu de temps. Aujourd'hui, avec le coût horaire, on n'a plus ce temps d'accueil. Et le fait de pouvoir faire ces 3 jours où on prend le temps de faire passer les choses, on gagne beaucoup en fluidité. Et on a moins de déperdition. Et ça, c'est un truc exemplaire où c'est une question de la profession. Travailler avec les salariés du fonds de formation. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Comment on le fait? Travailler avec des centres de formation qui aussi se sont adaptés à ça. Et un cofinancement, c'est quelque chose d'exemplaire sur lequel il faut qu'on puisse se développer. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on a une question, des questions, tout le monde est capable de les apporter. Nous, aujourd'hui, on a été capable d'amener une réponse. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse travailler. Parce que si on ne fait que des choses mécaniques, on ne va jamais en sortir des affaires.
Allez, on continue, Sylvain. Un autre exemple, on peut aller également sur des gestions de crise. On l'a fait il y a 3 ans, il me semble, sur la crise de la salade, en fait, qui a eu lieu notamment dans les Pyrénées-Orientales, où on a pu cofinancer des formations pour empêcher du chômage partiel. On est bien sûr sur du cofinancement du plan de développement des compétences des entreprises à mener par les OPCA qui nous remontent les besoins. C'est-à-dire qu'on pendant la crise, il y a moins d'emplois et au lieu de mettre les employés en chômage technique, par exemple, on les envoie en formation. C'est ça. Ils sont payés et la formation est payée. Exactement. Typiquement, on a pu le faire également sur la vigne dans l'Hérault avec des épisodes de grêle. Et en plus qui ont nécessité une taille de vigne particulière. Donc voilà, ça leur permettait non seulement de ne pas être au chômage, mais en plus ça les qualifiait sur une approche technique différente. Oui. Alors c'est aussi quelque chose qu'on a développé. Le premier qu'on a mis en place à ce niveau-là, c'était suite aux crises Arbo de 2012-2013, où on avait mis un plan, c'était le maintien des emplois en CDI. Parce qu'à l'exemple de ce qu'on pouvait vivre dans d'autres métiers, notamment les métiers du bâtiment, quand il y a eu la crise du bâtiment, les entreprises ont perdu leurs permanents. Et donc, quand il y a eu une reprise, ils n'avaient plus les compétences et il fallait tout reformer. Donc, quelque part, c'est une réflexion aussi dans le même cadre que les chantiers saisonniers, avec les salariés du FAFSEA et le paritarisme, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, à un moment, si on ne veut pas rester en crise, il faut changer. Parce que pourquoi tu veux que ça change si tu ne changes rien? Et donc, dans le changement, la meilleure façon, c'est de l'accompagner par des plans de formation. Donc, on a profité pour négocier donc le FAFSEA avec le Conseil régional, mais aussi avec des fonds européens, de voir comment est-ce qu'on pouvait accompagner sur les périodes de changement, comment on pouvait accompagner les salariés. Alors, moi, je suis un adepte de la non-communication trop forte sur le début des plans de formation quand on tente des choses comme ça. Par contre, je suis un adepte de la communication sur le résultat. 2013, on a lancé ce maintien des emplois en CDI. 2017, quand on a fait une enquête, 80% des CDI qui avaient été suivis étaient encore en poste. Donc, ce qui montre bien que dans un secteur en crise, quand on est capable de construire les solutions et qu'on est capable de construire ces partenariats, de bien écouter le paritarisme, les représentants des employeurs, le représentant des salariés, de bien le construire, de bien appeler les corps intermédiaires et ensuite de faire participer les financeurs et les centres de formation, parce qu'il a fallu qu'on fasse émerger aussi des centres de formation. Parce qu'on a les choses qui sont du public, mais on a aussi des centres de formation privés qui ont été générés et qui ont vraiment amené aussi, qui ont été des accélérateurs à ce niveau-là. Voilà. Et c'est ces constructions-là qu'il faut qu'on puisse mettre en place. Parce que je vous le répète, beaucoup de gens s'occupent des gens sans emploi. Nous, notre mission, c'est de travailler aussi sur les actifs, parce que comment vous voulez bien accueillir des gens si quand vous êtes au boulot, vous ne vous y sentez pas bien. Voilà. Exactement. Sylvain? Après, j'ai bientôt fini, mais encore 2 exemples. Non, mais on vous interroge chaque fois aussi. C'est ça, non, mais il n'y a pas de souci, c'est l'idée du débat aussi. Le plan d'action pour la promotion des métiers, Madame Belloué en a parlé. Donc là, on est vraiment sur une volonté, avec aussi les académies. On a vu que c'était compliqué de faire venir les jeunes sur ces métiers-là. Donc on travaille tous ensemble, en fait, dans le même but, effectivement, sur l'attractivité des métiers et des jeunes sur ces secteurs. Et puis le dernier focus, c'est tourisme gourmand. Là, on est sur l'innovation, on est sur à la fois un réseau et un label pour essayer de faire en sorte que le territoire soit mieux structuré et les acteurs mieux structurés sur de l'agrotourisme. Sur le département du 66, il y a des entreprises comme C'est Moi, comme les caves coopératives de Baye-Chasse, voilà, qui sont formées, professionnalisées sur un aspect commercial, mais également à pouvoir développer une offre de services qui permettent de vraiment explorer le territoire par des relais comme ça sur quel est le lien avec l'emploi Là, on est sur un lien plutôt de développement, en fait, de l'entreprise. D'une activité nouvelle. D'une activité, effectivement, de diversification. On n'est pas véritablement sur de l'emploi, encore que qui dit diversification de l'activité peut après, derrière, faire en sorte qu'on emploie.
juste vous dire que vous pouvez aller bien sûr sur le site internet de la région. On a mis en place un numéro contact gratuit qui est une information de premier niveau pour les entreprises et les exploitants qui non seulement permet d'avoir une réponse sur les dispositifs de la région, mais permet également de pouvoir orienter en fait les entreprises ou les exploitants en fonction de leur problématique sur l'ensemble des partenaires de l'emploi et de la formation. 0800 00 70 70. C'est ça. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Si on appelle maintenant, vous pouvez. Allez-y, on peut faire le test en live. À la base, c'était plus un numéro pour les demandeurs d'emploi, mais voilà, on a vu qu'il y avait une vraie nécessité. Alors, j'allais pas dire d'être guichet unique parce que j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas de pouvoir apporter plus d'informations, plus de visibilité pour l'entreprise. Et puis un mail en fait de l'équipe du service sur lequel je fais partie pour toutes vos questions sur les passes, sur les contrats, sur les aides. Vous pouvez y aller. Yvan Sarraute. Oui, je crois que, disons, tout ce que vous venez de nous dire, c'est très bien, je crois, mais je réinsisterai surtout, je dirais, sur le chantier saisonnier. Parce qu'aujourd'hui, disons, dans nos saisonniers, ils sont loin, souvent, de l'agriculture, ils sont loin du travail. Donc, quand ils arrivent, qu'ils aient une journée ou deux de formation, que ce soit, je dirais, sur le geste, que ce soit aussi sur la prévention, pour les accidents, pour ci, pour là. Je crois que quand ils rentrent dans une entreprise agricole, c'est une entreprise qui vit, c'est vaste. Donc je crois qu'il y ait un temps pour les former, surtout disons, le risque sur les méthodes de travail, je crois que c'est une super bonne chose et pour les remettre aussi disons, de suite à l'ambiance. Et donc il faudrait que ce temps de formation soit plus ou moins soutenu, plus que moins même. Je crois qu'il faut qu'il soit plus soutenu et surtout développé à la connaissance de toutes nos TPE puisqu'on est nombreux. D'accord. Alors nous, l'idée derrière, c'est effectivement de continuer à accompagner ces lancements de chantiers saisonniers qui sont, pour le coup, je pense, très pertinents, avec des difficultés sur les territoires, puisqu'il y a des territoires qui sont plus ou moins faciles, avec des relais territoriaux plus ou moins structurés. Voilà. Et puis peut-être des problématiques de prise en charge derrière, mais en tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment de continuer à aller sur cet accompagnement. Et puis il faut être réactif, parce que quand ça démarre, ça démarre et on ne peut pas attendre. Non, mais l'ingénierie en amont, elle est bien faite, il n'y a pas de souci. Après, le but, c'est plus d'avoir, encore une fois, des relais territoriaux efficaces. Donc vous aviez une dernière diapo. Ouais, juste vous dire qu'on est également disponible en région. Donc voilà, on a fusionné des régions, mais quelque part, on décentralise nous aussi, puisqu'il n'y a pas que les sièges en fait, à Montpellier et Toulouse. Il y a des maisons de ma région sur l'ensemble du territoire. Il y en a une à Perpignan notamment. C'est les carrés rouges? Ouais, c'est des carrés rouges en projet, c'est des jaunes, mais ils vont voir le jour d'ici la fin 2019. Donc le but, c'est ça, c'est que pas obligé de vous déplacer à Montpellier ou à Toulouse pour avoir des personnes ressources. Mais en local, effectivement, il y aura également les relais d'un point de vue développement économique et d'un point de vue emploi-formation. Bien, grand merci Sylvain. Donc la région est là à vos côtés. Il y a d'autres besoins, on les a identifiés. Vous allez tous y travailler et réfléchir. Philippe Husson, allez, on change un petit peu de moyen de penser avec le CTIFL, donc le Centre Technique Interprofessionnel. Donc vous êtes responsable des formations dans ce centre. Et on a dans le public Florence Charles de l'Université d'Avignon qui est là, à qui on donnera la parole tout à l'heure. Philippe. Oui, alors beaucoup de choses ont été dites. Donc très rapidement, le CTIFL s'occupe de formation depuis maintenant très longtemps, avec historiquement la volonté de répondre aux problématiques des actifs. Et nos interventions sont historiquement plutôt des interventions courtes qui permettent au CTIFL de faire le lien entre les résultats de ses travaux de recherche et le monde de l'entreprise. Donc on était plutôt sur des interventions courtes, majoritairement en intra-entreprise, et sur des thématiques extrêmement ciblées, et donc financées par le plan de formation, comme vous pouvez vous en douter. Bon, compte tenu de l'évolution à la fois et d'abord des demandes de nos professionnels, puisque le CTIFL est dirigé par l'ensemble des professionnels de la filière fruits et légumes. Jusqu'à l'aval, jusqu'au commerce. Oui, je vais y venir d'ailleurs à ce sujet qui me paraît également important pour la filière. Et donc demande des professionnels d'aller un peu plus loin dans nos actions de formation, et puis les deux réformes successives 2015-2018 qui poussent vers des formations plus longues, diplômantes et qui renforcent le rôle des branches professionnelles. Je vais y revenir également.
Donc du coup, pour les entreprises et nos actions de formation auprès de ces entreprises-là, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Alors vous parliez tout à l'heure de la communication sur les métiers et de l'attractivité des métiers. Effectivement, on constate ce manque d'attractivité. Et c'est bien dommage parce que les métiers de la filière fruits et légumes, et je dis bien filière parce que vous avez beaucoup souligné qu'à la production, il y avait plusieurs métiers, plusieurs niveaux hiérarchiques et plusieurs façons de s'épanouir dans une exploitation agricole pour un collaborateur. C'est vrai aussi sur l'ensemble des entreprises de la filière, jusqu'à la remise du produit au consommateur, hein, que ce soit au magasin, sur les marchés, excusez-moi. Voilà, c'est lui qui sera à l'amende. On avait dit que le premier qui téléphonait payait l'apéro. Ah, on est des professionnels de la filière fruits et légumes et vous savez que le téléphone, on en a besoin malheureusement. Et comme on n'est pas des professionnels de la télé, on se fait piéger. Mes excuses. Donc, beaucoup de métiers très intéressants et puis des métiers qui évoluent. Aujourd'hui, dans la filière, c'est des métiers sur le produit évidemment, sur la qualité, sur l'environnement, sur la logistique, sur le commerce et sur la gestion, qui n'est pas toujours la même gestion sur le fruits et légumes qu'ailleurs. Et donc, c'est des métiers extrêmement riches, extrêmement complexe, avec, quand vous êtes sur l'aval de la filière, sur le point de vente, vous avez 80 espèces, vous avez toutes les variétés, vous êtes placé pour savoir que le nombre de variétés, c'est important. Donc du coup, l'avantage de cette complexité, c'est que c'est vraiment la compétence des acteurs est particulièrement importante dans le succès des entreprises dans la filière fruits et légumes. Et de ce point de vue-là, ça donne une richesse à ces métiers-là. Alors, pour faire le lien entre cette complexité des métiers, l'importance de la compétence dans la filière et également l'évolution des actions de formation qu'on pouvait mettre en œuvre, on a commencé à monter un certain nombre de partenariats et à se rapprocher des organisations professionnelles et essayer d'être un des acteurs du lien entre les entreprises de la filière et la formation et les enseignants. À ce titre, plusieurs exemples, et je voudrais parler un peu de l'aval, si vous me permettez. Et le CTIFL a donc été mandaté par la filière pour travailler avec l'éducation nationale, par exemple, sur la mise en place d'un CAP. CAP primeur. Alors là-dessus, d'accord, il y a la question du lien avec les entreprises au moment où le référentiel existe, mais il y a aussi la question de la fabrication, de la conception du référentiel et donc des formations. C'est le programme, le référentiel. Le programme, hein, oui, absolument. Et là-dessus, on a travaillé avec l'éducation nationale et la filière. Quand je dis la filière, tout le monde était représenté, hein, la production, l'expédition, le détail, le commerce de gros. Tout le monde était là et je peux vous dire que dans les réunions avec l'éducation nationale, au départ, il y avait la filière fruits et légumes d'un côté de la table et l'enseignement de l'autre côté de la table. Et puis les discussions s'enchaînant, le respect a grandi, les problématiques de la filière ont été comprises, les problématiques pédagogiques, parce qu'on veut confier de la formation aux entreprises, encore faut-il avoir la compétence pédagogique, et l'éducation nationale a la compétence pédagogique et de façon très forte, très affirmée. Et je peux vous dire que ce lien s'est fait et qu'il y a eu des visites d'entreprise à tous les stades, qu'il y a eu des échanges et que le référentiel qui en est sorti tient vraiment compte des problématiques du stade détail. Donc, y compris dans la conception des formations, ce lien peut exister. Et de ce point de vue, là, la réforme, même si elle ne m'arrange pas tellement en termes de financement, vous l'avez compris, favorise effectivement le lien entre l'entreprise et l'enseignement. Alors, les premiers CAP primeurs ont ouvert à la rentrée 2018. Voilà. Alors, pour parler en termes de résultats, 80 élèves sur 8... Il y a 8 centres. Il y en aura 8 autres qui vont ouvrir à la rentrée prochaine. Et juste signaler que le métier de primeur était l'un des derniers métiers de commerce de bouche à ne pas avoir de CAP. Donc, c'était un vrai défi de le monter. Absolument. Et sur les autres stades, alors, on peut aussi basé sur cette expérience-là. Outre le CAP, qui est un diplôme d'État, il y a effectivement les CQP, certificats de qualification professionnelle, qui sont des diplômes de branche et qui peuvent s'ouvrir à tous les niveaux de branche. Et sur les aspects fruits et légumes, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi à ce niveau-là, d'autant plus que les financements de la formation iront vers ce genre de formation. Alors, pour les entreprises, il y a donc cette solution, se rapprocher de leur branche professionnelle, impliquer la branche professionnelle dans la conception des formations, et puis après, évidemment, s'impliquer dans le recrutement des apprenants, des stagiaires. Et il y a également aussi d'autres voies qui ont été soulignées par vous, monsieur, qui sont notamment les actions de formation en situation de travail, et également la formation ouverte à distance, le e-learning, la FOAD, qui sont aussi favorisés. Ces modes innovants d'apprentissage sont innovés par la réforme et sont
promu par la réforme. Et je crois qu'à ce stade, il y a aussi un travail à faire avec les entreprises parce que former ses salariés, ses collaborateurs dans son entreprise, c'est pas si simple. Une formation, il faut qu'il y ait un public qui soit défini, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait un scénario pédagogique, il faut qu'il y ait des supports de formation, il faut qu'il y ait une évaluation. C'est quand même relativement complexe et je crois que là-dessus, les entreprises ont besoin d'aide, besoin d'être appuyées, y compris pour leur formation de formateurs. Donc voilà, pour illustrer ce passage vers nos actions et le plan de formation qui était souvent mobilisé, vers des formations plus longues et le lien avec et la manière dont les entreprises peuvent agir, il y a d'autres actions, mais celles-ci sont les principales. Alors, vous parliez de l'Université d'Avignon. Exactement. Il y a également une autre voie de partenariat que le CTIFL a mis en œuvre. Le centre CTIFL de Saint-Rémy-de-Provence d'expérimentation et de recherche travaille depuis longue date avec l'Université d'Avignon en collaboration et a émergé l'idée de mettre en place un master, donc une formation qui forme, alors cette fois-ci pas des CAP, mais des cadres, des masters Bac+5, spécifiques à la filière fruits et légumes. Donc des cadres qui soient vraiment à la fois techniques, à la fois dirigeants sur la filière fruits et légumes. Et donc il y a un master, on a Florence Charles qui est là, est-ce qu'on peut lui donner la parole? Voilà. Donc vous formez les cadres de la filière fruits et légumes de demain. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Donc Florence Charles, enseignant-chercheur à l'Université d'Avignon. Donc comme le disait Philippe Husson, nous avons créé une formation au niveau master qui a ouvert en septembre 2018 en collaboration avec le CTIFL et aussi suite aux demandes de la filière fruits et légumes qui recherchait des responsables, des cadres qui aient des bonnes connaissances scientifiques et techniques sur le végétal. Donc cette formation, elle est ouverte en alternance. Elle forme des étudiants à Bac+5, donc des étudiants qui ont pour objectif d'être ensuite des responsables et qui peuvent avoir des débouchés à tous les maillons de la filière fruits et légumes. Donc on a des enseignements qui vont de l'agronomie, itinéraires culturaux, donc production, pathologie, phytopathologie, à tout ce qui est agréage, mise en place de systèmes qualité. Alors on a un focus particulier parce que c'est une de nos thématiques de recherche sur tout ce qui est conservation post-récolte, technologie, physiologie. Et ensuite on a bien évidemment des enseignements transversaux pour tout ce qui est management, économie, commerce, marketing. Alors ce master existe depuis? Ce master existe depuis la rentrée 2018, depuis septembre 2018. Ah oui, il est tout neuf. Donc, il est tout neuf. Combien d'étudiants? Nous avons cette année 11 alternants en contrat de professionnalisation. Et donc ils sortiront dans 5 ans? Non, ils sortiront dans 1 an. Donc, j'ai rien compris. La formation dure 2 ans. Oui, vous avez dit que c'était un Bac+5. Les étudiants rentrent à Bac+3. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Et le master dure 2 ans. D'accord. Et nous venons de soutenir cette formation à la région PACA avec le CFA Épure. Et nous allons ouvrir à la rentrée un contrat d'apprentissage. Et nous avons 12 places en contrat d'apprentissage pour la rentrée prochaine. Donc, comme toutes les formations, nous recherchons des entreprises. Nous avons beaucoup d'entreprises intéressées, mais pour le moment, les choses ne sont pas tout à fait finalisées. Et nous recherchons aussi beaucoup de candidats, parce que là, il y a un manque au niveau des candidats, des étudiants. Alors, les 11 étudiants actuels, ils sont dans quel type d'entreprise, par exemple? Ils sont dans des entreprises, beaucoup de copés de producteurs. D'accord. On a aussi un équipementier de produits post-récolte. On a des affineurs. Et on a beaucoup de postes en qualité, agréage, station, aussi production, mais aussi station. Il faut faire la partie apprentissage dans la même entreprise pendant les 2 ans ou on peut... C'est l'idéal, oui. C'est pas obligatoire. Parce que l'idée c'est aussi de découvrir d'autres métiers. Parce que si... Oui, mais je pense que les entreprises veulent prendre un alternant et le garder dans les 2 ans parce que c'est quand même... un projet, enfin ils vont être autonomes, ils vont prendre en charge une question qui généralement n'est pas traitée dans l'entreprise. Et donc au début ils vont connaître toute l'entreprise et ensuite petit à petit ils vont prendre de l'autonomie et répondre à des problématiques spécifiques de l'entreprise. D'accord. Oui. Et alors juste ce que je peux dire c'est que nous avons créé l'alternance de façon longue en fait, c'est des périodes d'1 mois d'alternance.
Et ensuite, des périodes croissantes en entreprise. On a 4 périodes d'1 mois par année en formation et le reste est en entreprise. Ce qui nous permet d'ouvrir ce diplôme au national. Et alors cette année, on a des entreprises qui vont de Montauban à Lyon. Et là, on a eu beaucoup de demandes d'entreprises du Nord. D'accord. Voilà. Toujours dans le secteur des fruits et légumes? Ah oui, dans le secteur des fruits et légumes. D'accord. Oui. Philippe, oui. Avec un petit point de précision sur les entreprises et le recrutement. Apparemment, il y a au moins une enseigne ou deux de la grande distribution qui s'intéresse à ce master. Donc ça pourrait aussi nous aider à mettre de la compétence à tous les stades. Et puis quand on parle de lien entre filière et enseignement, aujourd'hui, le conseil d'administration du CTIFL et l'interprofession fruits et légumes Interfel ont décidé d'une certaine matière d'investir des moyens dans ce master, puisque les interventions de nos ingénieurs techniques qui vont intervenir auprès des étudiants ne seront pas complètement, mais partiellement financées par l'interprofession. Donc la profession finance elle-même cette formation, Via participe. Via le temps de travail de ces ingénieurs formateurs. Bien sûr, bien sûr. Florence, merci. Encore un mot? Non, c'est bon, merci. Merci Florence. On a fait un bon tour. Hein. Il nous reste une bonne petite demi-heure pour discuter entre nous. Yves, vous avez été très sage depuis le début. Comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit? C'est dense, c'est important, mais il y a de quoi faire. Oui, effectivement, il y a de quoi faire. Il y a du travail, d'accompagnement. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des exploitants agricoles, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi le secteur des coopératives. Coopératives agricoles. D'ailleurs, sur le stand, on a une union de coopératives qui s'appelle Bluel. Donc, où là, vous avez d'autres métiers que l'exploitation. Vous avez des métiers du commerce. Il ne faut pas oublier aussi que dans les coopératives, vous pouvez avoir de la maintenance, des conducteurs de ligne, des conducteurs de machines, donc des métiers sur lesquels les entreprises recrutent, mais ont du mal aussi à recruter. Merci. Alors, qui veut prendre la parole pendant que... Oui, juste avant que vous... Préparez-vous, voilà, on arrive. Je donne la parole à Yves Harris et Yvon Sarotte et puis on arrive. Allez-y. Je crois qu'on est en réforme permanente. Et il y en a une cette année qui me satisfait profondément. C'est le rapprochement du FAFCA et de l'OPCALIM. Parce que quand on parle des coopératives... Donc, qui est devenu OCAPIAT, c'est ça? Il va falloir s'y habituer. Voilà. Et qui est vraiment un truc très bien, parce que nos coopératives, et je suis aussi président de coopérative, sont la continuité des exploitations. Et si dans les plans de formation, on peut faire comprendre à celui du champ son geste, quelle est la conséquence dans la coopérative jusqu'à la sortie du produit, et celui qui est dans la coopérative, de pouvoir le faire redescendre jusqu'au champ en disant « mais si tu n'arrives pas ça, c'est parce que quelque part… » Voilà. Et je crois que c'est des choses qui sont super importantes, mais c'est aussi important pour le salarié qui rentre dans les métiers de l'agriculture, c'est de montrer que la gamme, elle est très large et qu'on peut avoir vraiment des opportunités. Et on a aujourd'hui, avec des nouveaux systèmes d'organisation, notamment les groupements d'employeurs, la possibilité de faire travailler les gens à un moment dans la coopérative et un moment au champ. Merci. Yvon, oui, je crois qu'aujourd'hui, disons, cette table ronde, c'est une table ronde de filière. Donc je dirais, la production est un maillon, je dirais, mais il y a aussi tous les fournisseurs. Il y a, disons, la production et il y a aussi, disons, tout ce qui est metteur en marché, stockage, disons, que ce soit coopérative ou privé. C'est un problème filière. Et après, je veux rebondir un peu sur la formation, je dirais, parce que les fruits et légumes, quand même, c'est des produits, pour nous, qu'on met beaucoup d'attention à produire. C'est un produit noble pour nous, je dirais. Donc, on a besoin de formation, de tout, que ce soit sur la distribution, la mise en rayon, des chefs de rayon. Parce que quand on voit, des fois, comment sont traités, je dirais, nos plateaux bien conditionnés, et qui sont vidés dans le rayon, c'est écœurant et dévalorisant pour nous et aussi pour le consommateur. D'où l'importance du CAP primeur, notamment. Alors, qui veut prendre la parole? Mademoiselle ou madame, vous vous présentez s'il vous plaît? Oui, bonjour, Nina Lachia, je travaille à Montpellier Supagro. D'accord. Donc on parlait de formation des cadres, on y est aussi. Je voulais juste réagir par rapport à la formation dans les coopératives notamment. Parce qu'à la base, on est une formation d'ingénieur agronome. On est surtout on en a parlé un petit peu, le numérique, les technologies en agriculture, les GPS, l'isobus, tout ça, toutes ces technologies-là. Et depuis 2-3 ans, on est de plus en plus sollicité par des coopératives, par des négoces, parce qu'il manque de structures qui peuvent apporter ces compétences-là
numérique, on va dire au sens large, sur la formation. Et du coup, je voulais juste passer le message, c'est qu'il y a vraiment un besoin, je pense, d'adaptation de la formation initiale et peut-être continue, parce que nous, c'est pas notre vocation de former les conseillers agricoles, même si on le fait avec plaisir. Et c'est même hyper enrichissant pour nous de former à la fois des conseillers, des étudiants, des personnes en formation continue. Mais il y a vraiment un besoin d'adapter la formation professionnelle à ces besoins. Et les conseillers ont vraiment un rôle clé. C'est pas forcément eux pour utiliser des nouveaux outils, mais ils sont confrontés à des nouvelles questions. Alors, je ne suis pas spécialiste de la filière fruits et légumes, mais de manière générale, les conseillers sont confrontés à de plus en plus de questions. Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi l'outil qu'il me faut? Comment je fais pour appliquer tel outil? Comment je règle mon matériel? Et les conseillers ne savent pas forcément y répondre. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'adapter la formation à ça. Donc nous, on essaie de mettre en place des formations continues et ça a l'air de bien fonctionner, mais je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt, s'il y a d'autres personnes qui mettent en place ce type de formation, d'échanger pour répartir à l'échelle nationale ce qu'on pourrait apporter. Donc il faut vraiment communiquer à tous les niveaux. Merci. Une autre... Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Luc Régnard, je suis professeur à Supagro. Donc je voulais juste intervenir pour indiquer effectivement qu'à Montpellier, notre école forme sur différents formats. Et effectivement, l'ouverture aux formations par alternance est une vraie réalité. Aux 2 niveaux de licence professionnelle d'une part, qui est intégralement en alternance. Et quelquefois, on a un peu du mal à trouver les entreprises. Donc les enseignants s'efforcent d'accompagner les apprenants, mais il faut que les entreprises viennent vers nous aussi. Donc je serai présent sur le stand ici pour essayer de répondre à vos questions. Et également, depuis maintenant 2 ans, c'est la 2e année, qu'on recrute par un concours d'accès des étudiants ingénieurs par alternance. Et l'effectif actuel est de 18 et le ministère de l'Agriculture nous pousse en fait à accroître cet effectif-là. Donc il faut que les professionnels sachent qu'effectivement, même dans les écoles d'ingénieurs, il y a des étudiants qui sont soutenus par des dispositifs publics pour réaliser leurs études sur des formats où ils vont être 3 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise et parfois jusqu'au niveau de Bac+5. Voilà. Donc on a Avignon, on a Supagro, j'ai déjà oublié. Je crois qu'il y a Purpan, juste à côté de Bois. Purpan aussi, allez hop, à Purpan, Toulouse donc. Oui, bonjour. Bonjour. Catherine Toquer, donc enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse et responsable des relations entreprises. Donc par rapport à ce qu'on a dit, voilà, je voulais rebondir sur le lien école-entreprise. Donc, on essaye de faire qu'il soit le plus fort possible en visitant tous nos stagiaires et en proposant aux entreprises des fins de parcours sur la formation ingénieur en alternance. Et donc, on essaye de répondre à leurs besoins. On a par exemple un parcours spécialisé pour former les futurs managers des coopératives. Voilà. Donc, il y a beaucoup de besoins. On a des étudiants ingénieurs candidats, les besoins sont détectés et reste à faire le lien entre les deux, ce qui nécessite effectivement tous les jours un travail de relation entreprise-école. Il y a combien d'étudiants en alternance à Purpan? On n'a pas de formation par apprentissage. D'accord. Voilà, donc on a certains étudiants, on propose à nos étudiants de finir leur parcours de 5 ans en alternance avec un contrat de professionnalisation et c'est à peu près un quart de nos étudiants. Merci, oui, on me fait signe mais je ne vois pas... Ah, pardon, je ne t'avais pas vu. Bonjour. Bonjour jeune homme. Je voudrais rebondir un petit peu sur la manière et le lien qu'il y a entre l'entreprise et les écoles, notamment. Et présente-toi quand même. Parce Emmanuel que tout le monde Echner, te connaît pas. donc Société Alterbio. Donc je vais parler un petit peu pour le côté entreprise. Effectivement, Alterbio pratique l'apprentissage depuis de nombreuses années. Nous, ce qu'on remarque, c'est quand même un souci au niveau du recrutement des apprentis. Donc j'entendais un petit peu le souhait des écoles d'avoir davantage d'entreprises liées à l'enseignement et liées justement à ces questions d'apprentissage. Mais en amont, il y a quand même un souci de recrutement des candidats. L'enseignement actuellement n'apprend pas
aux futurs apprentis ou aux élèves à se vendre, ne leur apprend pas à mettre en avant leur qualité et tout ce qui est attendu en fait par un service RH d'une entreprise. Donc là, il y a un réel manque. Et donc on se retrouve régulièrement face à des candidats qui ne savent pas mettre en avant leur potentiel, qui ne savent pas mettre en avant leur formation initiale. Et pour nous, le recrutement donc et la qualification est donc très très difficile à trouver. Voilà. Donc il y a quand même en amont des choses à mettre en place pour justement permettre d'avoir des profils qualifiés ou motivés dans ce cadre-là. Oui, merci Emmanuel. Catherine, alors ça dépasse l'enseignement agricole, c'est pour l'enseignement général, mais c'est vrai, ce que dit Emmanuel est exact. C'est vrai que le jeune, on le lance après dans le marché du travail, et puis, alors il est plus sous la responsabilité de l'enseignement, mais c'est vrai qu'il se retrouve parfois démuni. Ça va venir. Allez-y. Les choses évoluent, on voit effectivement tout le travail qui est inclus dans les cursus en collège, en lycée, sur la recherche de stage, l'orientation, etc., qui font évoluer les choses. Après, j'entends tout à fait ce que dit le monsieur. C'est vrai que quand nous, on est avec des jeunes qui veulent aller vers l'apprentissage, c'est une des missions de nos développeurs de l'apprentissage, de les préparer à aller se présenter, à aller se vendre. Après, effectivement, comme vous disiez, en tout cas, ça me dépasse, moi. Ça, c'est clair, mais on entend bien la problématique. Merci. Sylvain ? Il y a aussi des outils numériques qui peuvent aider. Je pense notamment à l'application ANI, qui est une... Alors, ANIE, voilà. ANIE. Il n'y a pas d'acronyme en fait derrière, mais qui est un peu le pendant numérique des développeurs de l'apprentissage, on va dire, mais je pense que c'est complémentaire. L'idée, c'est d'avoir une approche sur la compétence. Le but, c'est de faire, alors, le mot anglais, c'est matcher, mais en tout cas, faire se rencontrer les entreprises et les futurs apprentis via cet outil. Et via effectivement une approche qui n'est pas une approche CV, mais qui est bien une approche compétence. On va sur le savoir-être, on va sur le savoir-faire. Et il y a des tutos qui permettent justement d'apprendre en fait à se présenter, d'apprendre à savoir se vendre, entre guillemets. Donc voilà, c'est une des réponses en fait qui est possible et envisageable, même si le développeur ne sera jamais remplacé par une machine, mais voilà, je pense que pour les jeunes en plus, c'est assez parlant. Merci. Yvaris, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je reviens, c'est important, la préparation en amont. Et du point de vue paritaire, on travaille beaucoup justement à repérer des gens qui seraient enclins à rentrer dans l'apprentissage, à bien regarder, à bien les préparer. De l'autre côté, on travaille aussi des entreprises. Et il faut que quand la rencontre se fait, que ce soit vraiment fluide, quoi, hein, parce que si on part de trop loin, c'est souvent super compliqué, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui... Oui, madame, un micro, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour, Laurence Laporte. Je représente l'IMFL, l'Institut méditerranéen des fruits et légumes de Perpignan. D'accord. Et je voulais rebondir par rapport à ce qui avait été dit par l'entreprise Alterbio. Donc, nous avons, deux petites formations par rapport à ce que j'ai pu entendre sur des cursus bien plus longs. Ce sont des formations de techniciens qualité et de commerciaux en fruits et légumes. Nous développons... c'est BTS, BTA? Alors, c'est des niveaux bac et bac plus 2. D'accord. Tout simplement. Donc, on est vraiment une structure petite par rapport à tout ça. Mais nous retrouvons en fait des problématiques déjà signalées, notamment les recrutements au niveau des commerciaux. Donc, parce que le commercial fruits et légumes, c'est compliqué à trouver. Il y a besoin d'avoir des connaissances, certes commerciales, mais aussi techniques. Il faut, et ça je remercie énormément les entreprises de Saint-Charles et autour, parce que ce sont souvent des entreprises partenaires et qui accueillent nos stagiaires. Donc ça c'est très très intéressant parce qu'on a des formations qui sont relativement courtes, entre 6 et 8 mois. Et ça permet d'arriver à joindre en fin de compte ce côté très théorique
et pratique. Mais nous avons quand même du mal chaque année. Donc nous avons 2 cursus, dont un commercial, qui peine à recruter malgré tout ce que l'on peut faire, malgré le fait d'avoir cette fois-ci des partenaires entreprises qui attendent. Et en ayant une finalité, parce que ça c'est aussi important, une finalité qui fait que on a une grande majorité, je ne vais pas dire 100%, mais pas loin de nos stagiaires, qui trouvent dans la foulée des contrats. Et vous avez à peu près combien de stagiaires par an? Alors c'est des formations région, donc oui. on a un petit cursus en qualité sur 8 candidats et on en a 10 sur le commercial. Voilà, donc il y a une demande, parce qu'il y a une demande des entreprises au niveau de l'agréage aujourd'hui, donc des techniciens qualité qui est vraiment flagrant, donc ça, il n'y a pas de souci. Le commercial, il y a aussi une demande, par contre, une frilosité des personnes. Et je reviens sur une dernière chose, c'est qu'effectivement, il faut en entreprise un apprentissage, il faut travailler avec les salariés qui sont dans l'entreprise pour les valoriser et les maintenir dans les entreprises. Nous travaillons sur des dispositifs où nous recevons des gens qui sont sur Pôle emploi et qui ont besoin aussi de se valoriser. Et on a vraiment des jeunes comme des moins jeunes. Et on peut se rendre compte cette année, par exemple, qu'on a énormément de demandes de moins jeunes, même des seniors. Et je pense qu'il y a des places pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que je me tourne toujours du même côté? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore prendre la parole? Non. Écoutez, on va faire un dernier petit tour de table pour s'acheminer vers la conclusion. Yvon Sarraute, il faut communiquer, c'est une première étape aujourd'hui. Je pense qu'il faudra renouveler ces expériences. Il y a beaucoup d'intervenants. Ils se connaissent, mais pas toujours. Il faut les mettre en réseau. Il y a un réseau à créer. Je crois que aujourd'hui on a fait un point sur les besoins de la filière qui sont importants et qu'on attend beaucoup. Et après, je crois qu'il y a tous nos partenaires, je dirais, tous ceux qu'on est autour de la table, que ce soit, je dirais, l'État, la région, les formateurs. Je crois qu'on a besoin de communiquer plus encore, de travailler ensemble pour que l'adéquation se fasse entre ceux qu'ils ont les possibilités de faire, ce qu'on demande, et à travers, je dirais, que ce soit le paritarisme et nous, les employeurs, je crois qu'on doit pouvoir avancer dans le bon sens pour la profession des fruits et légumes. Yves Maisonneuve, une fois que toutes les réformes seront terminées, il y en aura d'autres qui arriveront de toute façon. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais ça va se mettre en place? Alors ça va se mettre en place effectivement, progressivement. Je pense qu'il y a des opportunités pour les entreprises et on va faire en sorte, nous, de pouvoir continuer à accompagner les entreprises et d'être au plus près des salariés, des actifs et éventuellement des demandeurs d'emploi aussi. Catherine Bellouet, beaucoup de messages sont passés. Vous les avez entendus, vous allez les transmettre, les rapporter. On les avait entendus déjà avant, mais ils nous les confirment. Oui, pour dire quand même, il y a un appareil de formation professionnelle agricole qui existe sur le territoire et qui balaye l'ensemble des niveaux. Il faut effectivement qu'on échange encore plus, qu'on travaille tous de concert. On a aujourd'hui, malgré cette nouvelle réforme quand même, elle apporte des leviers, la FEST, des adaptations, des formations plus courtes qui vont peut-être nous permettre et nous faciliter cette capacité à être réactif par rapport aux besoins des professionnels. Donc il faut être optimiste et on va y arriver. Sylvain, pareil, à côté des entreprises et des candidats. Oui, en ce qui nous concerne, l'objectif c'est toujours d'être à l'écoute et puis d'être présent. Moi ça fait 4 ans que je m'occupe de ce secteur d'activité. Il y a des beaux projets, il y a des belles entreprises, il y a des belles exploitations, des beaux territoires. Voilà, donc le but c'est d'être à l'écoute et le but c'est de pouvoir accompagner quand on le peut et surtout d'être dans un mode facilitant. On a balayé un peu tous les sujets de l'orientation jusqu'au recrutement. Il y a des chantiers. Pour suivre d'autres secteurs d'activité, moi je suis quand même assez optimiste sur celui-là puisque je pense qu'il y a quand même aussi une structuration et une communication qui est là. Voilà, on parle des choses qui vont mal, mais il y a aussi du bâti, il y a aussi des choses qui vont bien. Donc le but, c'est, comme vous l'avez dit, c'est ça, c'est
de se mettre autour de la table et puis de proposer des solutions, mais avec pas mal d'optimisme. Alors Catherine a oublié de dire un mot. Sylvien vient de le dire, c'est quand même l'attractivité. Enfin, des formations, ça a été évoqué, et des métiers. Et là, c'est vrai que je pense que c'est un enjeu important où il ne faut pas qu'on se rate là-dessus. Philippe ? Deux points peut-être sur l'attractivité. Quand même signaler que dans les actions de communication de la filière fruits et légumes, et notamment par Interfel, la mise en avant des métiers et la communication sur les métiers est un axe fort et majeur qui a trouvé par exemple une illustration sur les présentations qui ont été faites au Salon de l'agriculture. Donc ça c'est le premier point. Il y a une interprofession qui peut vous aider aussi à développer l'attractivité des métiers. Le deuxième point, c'est que moi je vous rejoins monsieur, je suis assez optimiste sur un point par rapport à cette réforme, c'est que quand vous évaluez des actions de formation, un des axes d'évaluation auprès des entreprises, c'est de voir comment votre action de formation a amené l'entreprise à considérer mieux la formation comme étant effectivement un outil de sa compétitivité. Et là, évidemment, c'est compliqué, c'est difficile parce que les choses changent. Il va falloir que les entreprises aillent sur des systèmes et des dispositifs, y compris à l'aval de la filière, qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude de manipuler et d'utiliser. Mais si la pompe s'amorce, on peut quand même faire peut-être un pari optimiste qui est celui qu'il y aura des résultats efficaces, favorables à la compétitivité des entreprises et qui vont permettre aux entreprises de mieux mesurer l'intérêt de l'accompagnement de leurs collaborateurs en matière de compétences. Merci Philippe. Avant de vous donner la parole, j'ai Laurence de Sud de France Adoc qui veut passer à la télé. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bonjour. Je voulais à tous vous remercier et remercier Camille de Radio. Lève-toi, s'il te plaît, la Fédération française de fruits et légumes, pour avoir organisé cet événement. Je vous remercie à tous d'être venus pour cette première. C'est une première fois, une première édition pour le Medfel, pour travailler sur la problématique formation RH et compétences. Donc merci à tous d'être venus et j'espère que vous allez conduire d'autres actions, peut-être un job dating l'année prochaine ou autre. Ça serait peut-être une bonne idée. Voilà, merci encore aussi à la région d'être venue nous présenter l'ensemble des dispositifs. Alors merci, oui, à mon tour, merci à Camille. Ah, pardon, si Camille veut Camille, dire un petit mot. Non, effectivement, vous remercier à tous d'être venus. Donc moi, je suis chargée de mission à la Fédération des fruits et légumes d'Occitanie. C'était important pour nous, en tant que représentation de la filière, de faire se rencontrer différents acteurs. Donc merci à tous ceux qui ont pu venir. Certains n'ont pas pu venir, dont la PECITA, l'ENSAT, dont je vais dire un petit mot parce que je suis une ancienne élève. Donc voilà, des structures qui n'ont pas pu venir, mais qui étaient aussi très intéressées par cette table ronde. Donc voilà, et on espère continuer ces échanges, voilà, dont avec Catherine, on a déjà commencé à travailler dessus. Voilà, merci à tous d'être venus et merci Olivier pour cette belle animation. Merci. Oui, vous l'avez compris, c'est une première étape, c'est une première pierre ce matin. L'idée, c'est bien de développer ce thème à l'avenir dans ce rendez-vous des fruits et légumes. Yves Harris, vous êtes le régional de l'étape, donc à vous le mot de la conclusion. Et encore merci à tous. Je vais rebondir sur la dernière intervention. On est bien dans le cadre où on faut de compétitivité. Voilà. Et donc, nous, tout le boulot que l'on fait en tant qu'employeur, mais aussi dans le paritarisme, c'est de changer de posture. Souvent, la partie emploi, on la traite comme un coût. Donc, tout le boulot qu'on met de manière paritaire, c'est pour faire changer la posture. Et c'est bien un investissement. Et il faut le gérer comme un investissement. Et un investissement sur de l'humain, qui est encore plus compliqué. Ce qui nécessite à un moment de bien mobiliser beaucoup d'intelligence et beaucoup de nouveaux savoir-faire et savoir-être pour qu'on puisse gagner. Parce que dans notre région et dans notre pays, sur la partie fruits et légumes, la compétitivité, c'est le maître mot et ça ne passera que par des gens qui sont compétents et bien dans leur métier et qui soient tout le temps en adaptation. Donc, très important, le thème qu'on vient de travailler aujourd'hui sur l'emploi et la formation. Et on va continuer. Merci à tous et à l'année prochaine pour Medfel 2020. Merci à tous encore. Au revoir.